Vu que tout le monde se met en place, vu que on va aller passer par là parce que Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez suffisamment? C'est bon? Alors, même s'il y a encore des personnes qui sont en train d'arriver, on va quand même faire le choix de commencer parce qu'on a un planning bien chargé, une journée qui est voilà, avec beaucoup d'interventions et un planning très serré. Donc, bienvenue à tous. Merci d'avoir répondu présent si nombreux aujourd'hui. Donc pour cette journée sur le haut potentiel et organisée donc par la maison du haut potentiel, mais aussi en lien avec de nombreuses associations et autres organisations. Et donc pour commencer, en guise d'une petite introduction, on va prendre une petite demi-heure, si vous voulez bien, pour faire un petit tour de parole sur où on en est, en tout cas, des réponses et en tout cas de l'énergie qui est mise ici à Nice pour le haut potentiel, puisque Nice est alors pas une exception, mais enfin en tout cas on a la chance sur Nice d'avoir un rassemblement à la fois d'associations précurseurs et de professionnels avertis, donc, et d'établissements scolaires aussi spécialisés, voilà, donc ce qui fait aussi une force de la ville de Nice. Alors, je me présente donc, je suis Mariette Bousquet, je suis la présidente de l'association Maison du Haut Potentiel, qui est une jeune association puisqu'elle a été créée en octobre 2017, avec pour objectif de justement fédérer, participer à rassembler des personnes sensibilisées par le haut potentiel. Et ces personnes, ça peut être donc à la fois des professionnels, mais aussi des associations, des familles, des personnes qui organisent aussi des activités ou périscolaires, etc. Voilà, donc l'intention, c'est vraiment de rassembler autour de ce thème-là, puisque à partir du moment où on est un peu averti sur le fonctionnement de ces enfants au potentiel, il n'y a pas de réponse universelle, certes, mais malgré tout, quand on change de regard sur ces enfants et aussi sur ces adultes d'ailleurs, on apporte des solutions beaucoup plus adaptées. Voilà, donc en jeune association, eh bien, on est aussi très attaché à travailler en collaboration avec des fondations et des fédérations d'associations qui ont fait leur long chemin. Et donc, je vais passer la parole à l'équipe de l'AMPEP, et en particulier donc, à Monique Binda, qui représente ici l'AMPEP, la fédération de l'AMPEP, et ensuite l'AMPEP Côte d'Azur. Bon, alors bien sûr, je suis Monique Binda, je suis la présidente d'honneur de l'Association nationale pour l'enfant intellectuel et je remercie la Maison du Haut Potentiel de nous permettre de témoigner du travail de notre fédération et de nos bénévoles depuis presque 50 ans. C'est le psychologue Jean-Charles Terrassier, ici, tout le monde le sait, qui a expliqué le premier, et c'est ce qu'il croit, que la précocité intellectuelle pouvait entraîner chez certains enfants surdoués des difficultés scolaires ou psychologiques ou personnelles. Nous, les parents bénévoles, à ses côtés, nous avons créé en 1971 une fédération d'associations dont j'ai été la présidente pendant 10 ans. Nous étions les seuls à aider les parents démunis devant une situation familiale et scolaire, culpabilisante souvent et fréquemment incomprise de tout.
sans parler de la réaction que faisait réagir le mot surdoué avec lequel nous avions commencé. En 1978, nous avons organisé en France et à Nice le premier congrès international pour les enfants surdoués, avec des spécialistes français et internationaux. Congrès qui a provoqué de grands remous médiatiques et beaucoup de réactions de défiance, vous vous en doutez. Le seul journal qui a écrit quelque chose intelligent, je me soit dit, c'était Charlie Hebdo. Il avait écrit en grand travers de la première page « Pourquoi les politiques ont-ils peur de l'intelligence ?» Voilà. Il participait donc aux côtés de Jean-Charles Terrassier de nombreux spécialistes français, dont le professeur Robert de Bellec-Ritzel, le professeur Albert Jacquard, le professeur Rémi Chauvin, Gaston Seznec de l'Académie, ainsi que des chercheurs professionnels du World Council for Gifted and Talented Children, qui est le conseil mondial pour les enfants doués et talentueux, donc des spécialistes des USA, du Canada, d'Angleterre, d'Iran, d'Israël, réunis pour échanger leurs recherches et leurs travaux sur les enfants surdoués. Rosette Bousquet y avait fait une intervention témoignage au nom des parents. Par la suite, elle a créé le CRPS. Elle a été une des premières à prendre en charge dans une scolarité adaptative, les dyslexies et autres troubles des apprentissages rencontrés par certains enfants, malgré un haut ou très haut potentiel. En quelque sorte, une pionnière à nos côtés, à qui je voudrais rendre hommage aujourd'hui, Rosette. La commission de lobby à laquelle nous avons participé a conclu, après avoir reçu tous les spécialistes de ce sujet, que ces élèves étaient des élèves à besoins éducatifs particuliers. Ceux dans l'école devaient tenir compte. C'est exactement ce que nous demandions. Maintenant, dans chaque académie, un référent UIP, EHP, maintenant c'est comme ça que ça s'appelle, est nommé dans les Alpes-Maritimes. Les parents ayant des difficultés peuvent contacter deux référents, un pour le primaire, un pour le secondaire. Enfin, et maintenant, je vous ai tout dit et je vous présente la présidente de la fédération, Catherine Berger. Merci Monique et bonjour à tous et merci de nous accueillir. Donc comme vous l'a dit Monique, l'ANFEP a été créée en 1971, donc ça commence à faire, et c'était la première association de parents à parler du sujet. Et donc aujourd'hui la plus ancienne, donc avec 50 ans d'historique. Monique me raconte souvent comment ils étaient perçus à l'époque, elle en a donné un petit exemple, mais on peut dire que c'est un sujet qui fait encore débat et suscite encore bien des controverses. Il faut croire que l'intelligence, tellement difficile à définir, réveille toutes sortes d'exaltations. Rien que le mot peut engendrer admiration, autant que honte, gêne et jalousie. Et pourtant, on crée fièrement des laboratoires d'intelligence artificielle. Et on a bien du mal à gérer l'intelligence naturelle. Donc la fédération ANFEP représente 15 régions, dont 2 en Outre-mer et une délégation. Ce sont plus de 150 bénévoles qui œuvrent auprès des familles, avec presque 200 événements par an, et on reçoit environ 400 appels par mois de familles qui sont bien démunies face à tout ça. Et chaque appel donc, est une situation délicate. Les parents ont besoin d'aide, de conseils et d'écoute. L'ANFEP Fédération est agréée par l'Éducation nationale et à ce titre nous avons participé à beaucoup de recherches universitaires ayant permis l'élaboration d'un référentiel pour la scolarisation des enfants précoces qui se trouve sur le site de l'Académie d'Aix-Marseille. Nous avons été reçus par l'Assemblée nationale et par le Conseil de l'Europe. Nous participons à des groupes de travail GESCO. Nous participons également à différents colloques sur le sujet. Le fruit de toutes ces missions, c'est un référentiel de bonnes pratiques qui est disponible également, qui s'appelle le Vademecum, qui est disponible sur le site Eduxol. Il n'est pas parfait, mais il existe. Et nous conseillons aux parents de s'appuyer sur les circulaires de l'Éducation nationale pour faire bouger les lignes. Parce que la grande avancée, c'est que maintenant nous avons des textes officiels. Il y a encore beaucoup à faire avec les associations de troubles des apprentissages, de phobie scolaire, de parents d'élèves et au-delà de nos frontières avec nos amis suisses de la ZEP pour croiser nos regards et faire admettre que l'intelligence est un trésor. Un trésor encombrant pour un enfant et parfois lourd à porter pour les parents aussi, et un trésor que tout le monde doit apprendre à connaître et un trésor évident qu'il nous faut révéler et préserver. Merci. Bonjour,
je vais me présenter, je suis Sophie Thomas, je suis secrétaire de l'Empire Côte d'Azur. Et si on a voulu vous faire un petit zoom aujourd'hui, c'est pour vous expliquer aussi ce qu'une association locale peut faire au niveau de la Côte d'Azur. Donc en fait, on est présent sur le 06, l'Est du 83 et la Principauté de Monaco. On a à peu près aujourd'hui 200 adhérents sur Côte d'Azur et on est en fait une association de parents super actifs. Voilà, parents super actifs, quelques-uns un peu précoces, mais bon, ça c'est normal aussi. Et donc par rapport à ça, on mène des combats et on fait aussi des choses un petit peu plus ludiques. Donc je vais essayer de vous dire en gros ce qu'on peut faire au niveau de Côte d'Azur. Nous sommes avant tout, Catherine le disait tout à l'heure, un lieu d'écoute, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui les parents se sentent quelquefois un peu démunis par rapport à certaines réactions d'enfants. Ils ont besoin de comprendre, etc. Et c'est vrai qu'une des grosses parts de notre travail aujourd'hui à l'Empire Côte d'Azur, c'est de répondre aux questions, d'essayer d'aider les parents, qu'ils soient adhérents ou non adhérents au niveau de l'association. Effectivement, l'éducation nationale, on en a parlé. L'éducation nationale, c'est aussi le fait que nous, au niveau des Alpes-Maritimes, de PACA, on doit être également présent, d'accord, pour défendre notre académie. Donc nous avons régulièrement des contacts avec l'éducation nationale pour faire avancer les choses, voir effectivement comment on peut dépister plus tôt, quelles sont les formations qu'on peut donner aux enseignants, etc. etc. Et d'ailleurs, au niveau de Côte d'Azur, nous avons une commission éducation qui d'arrache-pied essaye de faire avancer les choses au niveau de l'éducation nationale. Bon, après, bien sûr, on a toutes les institutions, les conseils départementaux, etc. On est sur une grosse action là au niveau des PMI, parce que c'est important aussi pour l'accès aux soins. Voilà, donc on travaille beaucoup avec le département pour essayer de monter une grosse action au niveau des PMI. On organise également des rencontres entre professionnels. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la coordination des parcours est importante. Chacun ne peut pas travailler dans son coin par rapport à une prise en charge complète d'un enfant. Donc en fait, on essaye de faire rencontrer tous ces spécialistes pour voir comment on peut coordonner au mieux les parcours des différents enfants. Pardon. Bon, vous avez vu, je suis un peu précoce, j'ai fait une carte mentale. Sinon, je m'en sors pas. On ne peut pas parler de tout ça. Ah si. Mais je vais faire très vite par contre. Donc on anime également des conférences qui sont animées par des spécialistes du haut potentiel. Il y a certains spécialistes qui sont déjà intervenus pour l'AMPEP Côte d'Azur qui sont dans la salle. Aujourd'hui, les thèmes qui seront bientôt développés, le harcèlement à l'école, parce qu'on se rend compte qu'il y en a de plus en plus. D'accord, donc on va mener ça. On a très bientôt une conférence avec André Jordan. Voilà, on fait plein de choses au niveau conférence. On organise des journées ludiques parce que les petits en ont ras le bol de toujours bosser. Donc en fait, au travers de ces journées ludiques, on fait des rencontres par enfant. Voilà. Les enfants ont des ateliers aussi, des ateliers théâtre avec une prof qui est elle-même HP. Donc je vais vous dire que ça fait du bruit en général. Voilà, l'expression de l'art, et on va développer bientôt un programme pour l'attention, voilà, des enfants. Au niveau, voilà. Bon, on fait également des groupes de parole. Alors, je sais qu'il y a des spécialistes. Alors, pour rappel, l'AMPEP, on sera à l'entrée entre les conférences. S'il y a des spécialistes qui veulent venir nous voir aussi, qu'on échange, on sera très heureux. On organise également des groupes de parole, aussi bien enfants et aussi bien parents, ce qui permet effectivement de pouvoir avoir ces gestions, de participer et d'échanger nos expériences. Voilà. Je vais arrêter de parler parce que c'est pas ce que je fais mieux. Par contre, je suis là-bas si vous voulez parler plus en intimité, ça me va beaucoup mieux. Voilà, on sera donc là-bas avec l'équipe AMPEP pour avoir toutes nos informations. Donc c'est sur le Facebook Côte d'Azur. Je tenais à remercier Mariette, tout le monde qui est là et les spécialistes qui ont bien voulu répondre au rendez-vous. Donc j'arrête de parler parce qu'il y a des gens qui vont dire des choses vachement plus intéressantes que moi et je repasse la parole à Mariette. On a beaucoup de chance, hein. C'est une organisatrice de génie. C'est tout. Merci. On n'a pas encore épuisé votre temps. Et vous m'avez bousculé. Mais à mon avis, ils ont compris. Ils n'ont pas besoin d'un dessin. Je vais passer la parole à Laurent Dupuis, qui est le représentant de la Fondation Potentiel et Talent, et qui est une autre axe important. Celui de gauche. Celui de gauche. Vous m'entendez? Je me penche un peu. Il faut s'allonger. Il faut s'allonger.
Bonjour à tous, merci Mariette. Comme vous pouvez le voir, effectivement, la Fondation Potentiel et Talent considère que les différences sont de l'ordre de la nature, mais effectivement, la société, quelquefois, en fait des inégalités. Il faut réfléchir ensemble à ça. La Fondation Potentiel et Talent a été créée en 2014 à l'initiative de 2 personnes. Brigitte de Comprégnac, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui, qui en est la présidente, qui est aussi professeure des écoles à l'Éducation nationale, qui dans son parcours est passée par des SECPA notamment, où elle a eu la surprise à l'époque c'était dans les années 80, de se retrouver en SECPA avec des enfants dits qui se révélaient à haut potentiel, en disant mais il y a quelque chose qui pose problème dans tout ça, comment sont-ils arrivés là? Donc elle a été très tôt sensibilisée à cette question, d'autant plus que son fils dès 3 ans, évidemment, elle se trouvait effectivement à haut potentiel, elle ne savait pas du tout ce que c'était, donc elle est passée par le parcours de combattant des mamans qui essayaient de comprendre de quoi il s'agissait. Donc elle a été touchée par cela. À un moment donné, elle a interrompu sa carrière au sein de l'Éducation nationale pour devenir assistante parlementaire, ce qui lui a ouvert aussi de nouveaux horizons. Elle avait créé la première école de musique Suzuki en Europe dans les années 80. C'est une méthode Suzuki, ça permet d'apprendre aux enfants la musique dès l'âge de 3 ans, au moment où ils apprennent la langue maternelle en définitive. Et c'était très, très intéressant. Donc quelque part, c'est quelqu'un qui sait entreprendre. Et juste pour mémoire, elle a failli être virée de l'IUFM parce qu'elle avait soutenu que son rapport de mémoire porterait sur l'erreur, un outil d'apprentissage. Ça n'avait pas plu du tout à l'époque. Et voilà, juste pour vous dire que c'est une vraie pédagogue. Et donc on a croisé nos 2 regards pour créer en 2014 la Fondation Potentiel et Talent. Personnellement, moi, mon métier, c'est faire du conseil en stratégie et en management de l'innovation. On va dire, mais qu'est-ce qui vient nous parler de l'HP ? En définitive, à force de rencontres dans les entreprises, d'avoir accompagné des équipes pour innover, certaines entreprises vont demander de les accompagner dans le processus qui consiste à innover, donc l'écosystème de l'innovation. Puis d'autres entreprises, je pense à un grand groupe bancaire français par exemple, m'a dit un jour, mais ça serait bien aussi qu'on repère quels sont les acteurs de l'innovation, donc les innovateurs dans l'entreprise. Autant tout le monde est créatif, a une capacité créative, alors qui est souvent très forte quand on est enfant en maternelle et puis qui diminue avec l'âge. Les études de Todd Lubart le démontrent. Mais ensuite, être créatif, c'est une chose, être innovateur, c'en est une autre. Et être intrapreneur, c'est encore autre chose dans les entreprises. Donc c'est un véritable enjeu pour les entreprises d'aller repérer les gens en capacité d'innover. Et donc j'ai fait des audits, je dirais, d'innovation, et je me suis rendu compte à ce moment-là que les profils des gens qui avaient mené les innovations dans les grands groupes avaient des profils particuliers. Puis quand je les questionnais sur leur parcours personnel, je me suis rendu compte qu'il y a eu des parcours scolaires souvent un peu atypiques, un peu chaotiques, voire des parcours professionnels aussi chaotiques, etc., qui ne cherchaient pas forcément la lumière, qui n'étaient pas forcément à vouloir être sur un piédestal, mais tout au contraire, ils cherchaient effectivement à faire ce qu'ils aimaient faire, c'est-à-dire penser un peu en avance, créer des choses, emmener les autres avec eux, et en définitive, parmi eux, bon nombre de hauts potentiels, vous en doutez. Donc en 2014, après 2 ans de réflexion avec Brigitte de Comprégnac, on a décidé de créer cette fondation qui est dédiée à une certaine réflexion sur ce que nous avons appelé la transition éducative. Un peu plus tard dans l'après-midi, en fonction du respect des horaires de chacun, je reprendrai peut-être la parole pour revenir sur ce concept de transition éducative. Donc je vais vous dire juste quelques mots en introduction. Sachez simplement que nos travaux s'appuient sur deux comités. Un comité éthique et scientifique qui est à la fois interdisciplinaire et international, et puis un groupe de travail interécole qui a donné lieu à la création d'une fédération d'écoles très innovantes, dont certains membres sont ici présents. Et on a été très heureux d'accueillir l'école Cyrano très récemment comme membre effectivement de cette fédération d'écoles de la transition éducative. Je vais y revenir aussi en quelques instants. Pour le comité éthique et scientifique, vous voyez plein de noms que vous devez connaître. La première décision du comité, lorsqu'il s'est créé en 2014, a été de proposer à 2 éminentes personnes qui sont Jean-Charles Terrassier et Sophie Cotte d'être membres d'honneur de ce comité éthique et scientifique, dans l'idée d'essayer de réunir les forces aussi et d'essayer de dépasser aussi certains aspects historiques pour œuvrer tous ensemble en commun, parce que c'est une cause qui mérite effectivement de bien se coordonner. Dans les noms, vous avez 2 noms que j'ai mis un petit truc en vert. Jacques Grégoire, parce que vous avez une analyse qu'il a faite très intéressante en 2015 sur la proportion, sur un échantillon français basé sur le risque 4, la proportion des enfants
qui ont sur au moins un critère, un des 4 critères, comment dirais-je, un indice supérieur à 130. Et en définitive, quand on calcule le fameux 2,3%, en fin de compte, il faut le mettre en rapport du 9,5% qui est le vrai chiffre sur au moins un critère, les enfants questionnés effectivement arrivent à un indice supérieur à 130, ce qui aussi en dit long sur ce qu'on peut retrouver dans les profils à l'école. Voilà. Et autre personne que j'ai soulignée en vert, c'est Eric Solo, qui est un professeur de philosophie qui a écrit un certain nombre de tribunes philosophiques que je vous invite à lire sur le site tout simplement de la Fondation. Ça vraiment, c'est bon, alors ce sont de vraies tribunes philosophiques, hein, donc il faut s'accrocher dessus, hein, mais c'est extrêmement riche. Et vous verrez notamment qu'il réfléchit sur la thématique de deviens qui tu es, par exemple, c'est toujours intéressant, ou bien sur les thématiques qui sont liées à l'égalité, pourquoi on a dérivé de l'égalité à l'égalitarisme, etc. Donc comment reprendre peut-être ces notions, je vous invite aussi à les lire. Donc effectivement, égalité n'est pas équité, on va dire, et ça, il faudrait effectivement s'en rappeler. La mission de la Fondation, c'est de penser et promouvoir la transition éducative, afin d'œuvrer effectivement pour l'épanouissement et le développement durable des potentiels de chacun, je dis bien de chacun, y compris des profils atypiques, originaux, hors normes, en situation de handicap, de façon à lutter au plus tôt contre les risques d'échec effectivement scolaire ou d'exclusion sociale, et donc de passer d'une certaine indifférence à l'égard des différences à une bientraitance à l'égard des singularités. Je vois que je vais écourter. C'est très intéressant. Voilà, donc juste en une slide, les écoles qui sont rassemblées au sein de la fête présentent un certain nombre de caractéristiques. On en retrouve évidemment, on retrouve ces caractéristiques dans quelques écoles innovantes, quelques classes innovantes ailleurs, hein, dans le public ou dans l'école classique. Simplement, les écoles de la fête qu'on avait repérées sont des écoles qui effectivement pratiquent tout ça au jour le jour et quotidiennement. Donc c'est des écoles qui sont innovantes mais qui étaient isolées, des écoles qui sont à l'avant-garde de cette transition éducative. Il nous a semblé intéressant d'essayer de les rassembler. Donc on avait créé ce groupe de travail en 2014 et en 2016, ils ont créé la Fédération des écoles de la transition éducative. Donc je reviendrai donc sur cette slide un peu plus tard. Et donc je souhaite effectivement, je dirais juste un mot pour résumer. Pour nous l'enjeu, et on reviendra après en conclusion, parce que Mariette m'a demandé effectivement d'élargir un peu quelquefois nos débats, quand on parle des débats sur les HP, mais de l'élargir, de le repositionner. Donc pour nous, il s'agit de passer de l'école de la réussite pour tous, qui est effectivement une réussite dont le terme même me paraît intéressant à challenger, à l'école, à une éducation d'ailleurs favorisant l'accomplissement de chacun. On reviendra dessus effectivement. Donc je vous souhaite à tous et à toutes un très bon colloque. Merci Mariette. Bien, alors juste une petite... Est-ce que vous m'entendez? Bien. Merci. Juste donc une petite... vous avez chacun une pochette en principe qui vous a été distribuée. Vous avez le programme donc, qui est prévu, on va tout faire pour essayer de tenir le timing. Voilà. Donc vous avez remarqué que régulièrement il y a des petits ateliers neurocognitifs que j'animerai. Je resterai dans le quart d'heure imposé et vous aurez besoin de certains supports justement qui sont dans les pochettes qui vous ont été distribuées à l'entrée. D'accord ? Donc on va commencer donc, la première intervention par Jérôme Bianchi qui va nous exposer donc, les intérêts et les particularités du bilan neuropsychologique chez le enfant au potentiel. Ouais. Alors, je vous rappelle que M. Jérôme Bianchi est neuropsychologue au CERTA Laval de Nice. Voilà, donc il va présenter les intérêts et particularités du bilan neuropsy chez le HP. Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous voir aussi nombreux aujourd'hui. Je remercie les organisateurs de m'avoir permis d'intervenir ce matin et aussi d'ouvrir le colloque. Alors c'est une première pour moi et il paraît que quand on ouvre un colloque, ben, on va donner finalement le ton et la couleur au colloque. Alors au départ j'ai eu très peur pour vous. Et puis j'ai regardé un petit peu le programme et finalement je suis très rassuré, je pense que vous allez passer une très bonne journée. Alors donc ce matin je dois vous présenter l'intérêt du bilan neuropsychologique
chez le haut potentiel intellectuel. Et je me suis demandé par quoi j'allais commencer. Alors, je vous rassure de suite, déjà je vais tenir le temps parce que je ne veux pas d'ennui, je fais pas de voix. Et deuxièmement, je ne vais pas vous faire un cours sur le bilan neuropsychologique. L'objectif pour moi, c'était de commencer par une définition du HPI. Et puis en fait, je ne vais pas le faire parce que je trouve ça très compliqué, trop compliqué pour moi de définir le haut potentiel intellectuel. C'est pas grave, c'est pas grave. Parce que, de par la nature de ce profil et de par la multiplicité des réalités cliniques du profil, pouvoir définir le haut potentiel intellectuel me paraît être quand même un sacré challenge. Donc, j'ai volé une définition que je dois à Francine Lucier, donc finalement je ne l'ai pas volé, c'est plus un hommage que je lui rends. Et je suis assez d'accord avec cette définition qui dit c'est un potentiel, une façon de réfléchir, un état d'être qui écarte significativement de la norme. Et ça me va très bien, parce que quand on parle de haut potentiel intellectuel, et quand on doit l'évaluer, généralement, on passe par une batterie intellectuelle, la plus connue, le risque, et nous avons un seuil hypothétique, un seuil admis, qui est défini par un QI, à partir duquel on peut envisager effectivement ce diagnostic de haut potentiel intellectuel. Chez nous, ce seuil est à 130. Mais on voit tout de suite qu'il n'y a pas de consensus international. Il suffit d'aller aux États-Unis pour voir que, aux États-Unis, on n'a pas tout à fait le même seuil. Eux, ils sont plutôt autour de 125. Donc à partir de là, ça me pose un problème, déjà, de définir le haut potentiel intellectuel à partir d'un quotient intellectuel. Et c'est surtout que, par rapport à ce profil-là, nous avons des modules qui sont tout aussi importants que le QI, à savoir un module émotionnel et un module psychologique. Et je vais y venir. Et je voulais aussi dire en introduction que certains HPI, je vais parler HPI, ça va être plus simple dans le discours, certains HPI ne sont pas repérés. Combien de fois on reçoit des enfants pour des évaluations intellectuelles, et combien de fois les parents reviennent nous voir en nous disant vous savez, depuis que vous avez fait des tests à mon enfant, je me pose des questions sur mon propre parcours et je me pose la question de savoir s'il est pertinent pour moi de réaliser un test de vue. Super. Alors, je vais parler de douance parce que j'adore les Canadiens. Et je me suis posé aussi une question, je me suis dit, haut potentiel intellectuel, douance dénuée de problématiques. Alors, sincèrement, sur le papier, oui. Quand je fais la petite carte d'identité, le petit profil du HPI, je peux voir que ce sont des enfants très curieux. Ils s'intéressent à beaucoup de choses. Quelquefois, ils ont des domaines de prédilection. Mon 6-7 ans s'intéresse vraiment beaucoup à la Seconde Guerre mondiale. J'ai de documentaires, il va voir sur YouTube. On achète des petits livres, je suis obligé effectivement de le nourrir par rapport à ça. Ce sont souvent des enfants qui apprennent forcément très vite et quelquefois tout seul. Mon enfant, il a appris à lire en grande section. En grande section, il a compris le système graphophonémique. Et donc, ce sont des enfants qui sont doués de capacités logiques, raisonnementales, intellectuelles forcément, très poussées. Ce sont des enfants qui font preuve d'une grande maturité, et ça dès le plus jeune âge. Mon enfant s'intéresse, se pose des questions sur qu'est-ce qu'il y a après la mort. Et c'est bizarre parce qu'il a 7 ans. C'est pas un peu en décalage. Ce sont des enfants hypersensibles, on le dit souvent. Pour moi, l'hypersensibilité de aux capacités intellectuelles. Et ce sont des enfants empathiques. Ils adorent se baigner dans la grande piscine du lien social. Ils adorent créer le lien, jouer avec le lien. Alors c'est vrai que moi, si je reste sur cette diapositive, je vous pose une question, je me demande pourquoi on fait un colloque. Parce que ça paraît être quand même assez super. Eh bien, pas si certain. Alors, pas si certain que ça. Enfants doués de capacités logiques et de raisonnement poussées. On va parler un petit peu du système scolaire français, mais je veux froisser personne. Quand je regarde le système scolaire français, je le trouve quand même en décalage par rapport à la petite définition que j'ai volée tout à l'heure. La petite définition, je vous la répète, capacité, état d'être, façon de réfléchir qui s'écarte significativement de la norme. Et finalement, quand je regarde le système scolaire français,
C'est un système scolaire, comme je l'ai écrit, qui est conçu et qui a été créé pour la majorité des enfants et qui rassemble les enfants par groupe d'âge et pas par âge cognitif. Et donc, quelquefois, parce que vous avez des HPI qui savent, comme je le dis, faire le caméléon, qui passe inaperçu, quelquefois, effectivement, le moule est trop rigide et trop étroit. Et du coup, ça amène une incompréhension, mais des deux côtés. Incompréhension de la part des enseignants, et quelquefois aussi, bien sûr, incompréhension de la part de l'enfant lui-même. Combien de fois on nous dit, non, votre enfant, il n'est pas HPI, parce que sinon, il aurait 100% juste. N'oublions pas, et ça, c'est un petit peu le fil conducteur de ma présentation ce matin, n'oublions pas qu'on peut être dans des troubles. D'accord? Et donc, on ne s'attend pas forcément à avoir 100% juste. Cette incompréhension, quand je parle de l'école, je parle de 80% du temps de l'enfant. Donc, avec ce revers de médaille, on va grignoter un petit peu le module émotionnel et le module psychologique de ces enfants. Ce sont des enfants qui font preuve d'une grande maturité. Alors oui, mais en fait, ils font les montagnes russes. C'est-à-dire qu'on a des enfants qui, effectivement, ont un âge cognitif, un âge intellectuel, qui font que on peut s'attendre, effectivement, à des moments où ils sont sur cette grande maturité, importante maturité, mais en même temps, ils font le yo-yo, et parce qu'un enfant, il a l'âge qu'il a. Et qu'on peut s'attendre aussi à ce qu'un enfant de 6 ans, qui a peut-être un âge intellectuel de 10 ans, il ait quand même 6 ans, et il puisse réagir, je dirais, conformément à ce qu'on peut attendre d'un enfant de 6 ans. Et ça, encore une fois, ça amène, de la part notamment des parents, beaucoup d'incompréhension. Je ne comprends pas pourquoi, à 10h30, il a su réagir de manière très mature à une situation conflictuelle avec sa sœur, et vraiment, je n'avais pas l'impression qu'en face de moi, j'avais un enfant de 6 ans. Et pourquoi, à 11h15, j'ai l'impression qu'il a régressé. Ça, encore une fois, on voit que ça va grignoter mon petit module émotionnel et mon petit module psychologique. Ce sont des enfants socialement désireux, oui. De par leur vivacité intellectuelle, de par leur façon de manier l'humour, de par, je dirais, leur répartie quelquefois, ils peuvent être des leaders dans un groupe. Ce sont, moi je pense, des leaders nés. Maintenant, face aux adultes, face aux enseignants, ça peut poser problème. Parce que du côté de l'adulte, enseignant ou parent finalement, on peut les percevoir comme trop arrogants. Quelquefois un peu trop, j'allais dire, agressifs verbalement, sans qu'ils le fassent exprès. Ce sont d'excellents négociateurs. Je vous encourage à demander à un enfant HPI d'aller se brosser les dents sans lui expliquer pourquoi il faut aller se brosser les dents. Va te brosser les dents. Non. Va te brosser les dents. Non. Pourquoi? Si je comprends pas pourquoi, je le ferai. Ok. Et la notion de dysynchronie sociale. Et oui, quand j'ai un petit HPI qui ne rêve que de préhistoire, parce qu'il est passionné de la préhistoire, et que dans la cour de récréation, lui, il a envie de quoi? Il a envie de jouer à l'homme de Cro-Magnon. Sauf que les copains, ils ont envie de jouer au foot. Problématique. Et ça peut créer, bien sûr, du rejet, voire de l'exclusion. Et là, encore une fois, je parle de 80% du temps de l'enfant. Ce sont des enfants curieux, soif d'apprendre. Alors là, sur le papier, génial. Je dis, oui, le petit HPI, vraiment, c'est un explorateur intellectuel. Ouais. Alors, en face, il faut du répondant. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas capable de le nourrir 24 heures sur 24 au niveau intellectuel, et là je parle de tout le monde, je parle à la fois sur l'aspect familial et aussi sur l'aspect scolaire, eh bien, on risque de voir apparaître ce qu'on appelle un désinvestissement intellectuel. C'est un petit peu l'ennui qu'on a à l'école parce que ce sont des enfants qui ont terminé les autres, qui ne savent pas quoi faire. Et c'est, comme par hasard à ce moment-là, qu'on voit apparaître les trucs du comportement. Oui, quand on s'ennuie, on va chercher à parler aux copains, on va aller chercher peut-être à même aider le copain, etc. Et puis on se fait punir. Et ça, c'est de l'injustice. On va parler un petit peu d'injustice tout à l'heure. Je sais que c'est des choses que vous connaissez déjà, mais c'est pour rappeler que le revers de la médaille est tout aussi terrible.
Ce sont des enfants qui sont souvent décrits par les parents comme très intenses, fatigants. Par les thérapeutes aussi, je crois. Ce sont des enfants hypersensibles. Alors, hypersensible, c'est génial comme qualité. Sauf quand vous ne savez pas gérer vos émotions. C'est-à-dire que là, je vais parler de dysrégulation émotionnelle. La dysrégulation émotionnelle, c'est le petit volcan qu'on a dans le ventre. C'est-à-dire la surréaction à un événement qui est totalement banal. Je vous donne un exemple. Un enfant pas HPI croise dans la rue un SDF. D'accord? Pour aller au magasin de jouets. Il va au magasin de jouets et puis je vais devenir comme lui. Et je vais peut-être mourir dans la rue. Et là, l'enfant a peur. Et de la part de l'entourage, on ne comprend pas. On ne comprend pas parce que il devrait être content, on l'emmène au magasin de jouets. Voilà. Donc, selon moi, et attention, je l'ai pas mis quelques fois, leur profil constitue naturellement, et par notre propre incompréhension de leur profil, une entrave à l'épanouissement. Alors, je ne suis pas là pour parler du HPI finalement, un petit peu, mais je suis surtout là pour vous parler du bilan neuropsychologique. Alors, le bilan neuropsychologique, il ne se limite pas à l'évaluation du quotient intellectuel. Qu'on soit clair, un bilan neuropsychologique, ce n'est pas un whisky. On va aller chercher au-delà du quotient intellectuel. Et par rapport à la définition que je vous ai donnée sur la première diapo, j'espère que vous avez compris que nous allons prendre en compte beaucoup de composantes. La composante émotionnelle, psycho-affective, sociale. On va essayer de comprendre quelle est la vie de l'enfant, pour mieux l'aider, déjà. Et puis, pour essayer de donner des réponses concrètes aux parents. Et je l'ai souligné, si tout va bien, il n'y a pas besoin de bilan. Ça, c'est mon avis. Mais si tout va bien, il n'y a pas besoin de bilan. On ne fait pas un whisky comme ça pour boire. Quels objectifs? Bon, tenter d'objectiver la présence d'un haut potentiel intellectuel. Ça, c'est une première chose. Mais surtout, en orange, et pour moi, c'est le critère principal, d'essayer, d'estimer, d'évaluer le potentiel de compensation de ces enfants. Je vais vous montrer une petite étude de cas très courte pour vous montrer qu'en fait, le bilan neuropsychologique, il a surtout pour but d'évaluer leur super pouvoir. Et ces enfants ont un super pouvoir en particulier, c'est de pouvoir masquer leurs difficultés sur l'ensemble des bilans. Cette phrase n'est pas de moi, elle est d'une collègue qui dit que le HPI cache le trouble et que quelquefois le trouble cache le HPI. Et c'est tout à fait vrai. Et ça permet de donner forcément une expertise plus fine aux autres bilans, comme par exemple les bilans orthophoniques. Alors, je vais vous parler d'Alexis, c'est mon super-héros, mon petit super-héros. Alexis, c'est un enfant que j'ai connu il y a longtemps, que je continue à suivre. Je vous fais le petit historique. Alexis, il est reçu en consultation, donc en cabinet, donc en première intention, puisque c'est une association de famille qui me l'a envoyé en cabinet. Donc, reçu en consultation à 7 ans. La fratrie, un peu particulière, dans le sens où il a une sœur jumelle qui va bien, qui ne bouge pas, qui est impeccable, et il a un frère, un petit frère, qui est très actif, très actif. Il a fait des audits à répétition, et puis bon, après on a vérifié l'audition, tout va bien, il n'y a pas de perte auditive, aucun problème de ce côté-là. Il ne faisait pas de phrases à l'entrée en maternelle. La maman dit, on ne le comprenait pas. Mais l'alerte au niveau scolaire, ce n'était pas le langage. L'alerte au niveau scolaire, c'était au niveau de l'hyperactivité et du manque d'attention. À la maison, l'état des lieux, un petit peu catastrophique. C'est-à-dire que j'ai un enfant opposant.
J'ai un enfant colérique, dysrégulation émotionnelle. Très très compliqué à gérer, surtout que le petit frère il est à peu près pareil. Forte agitation motrice, même dans les jeux de société, même devant la télé. Ça bouge, ça bouge. Par contre, c'est une famille très soutenante. Il a toujours été accompagné sur ses difficultés par l'entourage. Et au niveau scolaire, c'est à peu près pareil, je ne vous cache pas. Bouge beaucoup, manque d'attention, ça c'est très intéressant. Lenteur au niveau des interactions. Quand vous parlez avec lui, on dirait qu'il est au Japon. Vous savez oui, d'accord. Il cherche ses mots. La communication n'est pas aisée alors que c'est un enfant qui est communicant. D'accord? C'est-à-dire qu'il a envie de communiquer, mais l'interaction, elle est effectivement ralentie. Il a des problèmes en lecture et surtout des problèmes de compréhension générale, à l'oral, à l'écrit, tout. Ça, c'est la diapo la plus intéressante. Son parcours jusque-là, parce que je ne suis pas le premier à voir Alexis. Alors, il a un suivi orthophonique depuis la maternelle. Donc, jusque-là, parcours de soins pour moi impeccable. Hein. Le gamin, il ne parle pas à l'entrée en maternelle, il est suivi direct, il est pris en charge, on est bon. Multiples bilans. Alors, je vous ai fait un gros résumé. 2013, retard de parole, retard de langage. Moi, ça me va bien. Jusque-là, ça me va bien. 2014, j'ai plus de retard de langage. Retard de parole. Alors là, je me dis, si je ne vois pas l'enfant en consultation, je me dis, c'est cool pour lui, je suis content. En 2015, retard d'articulation, retard de parole, résorbé et retard de langage de bonne qualité. Encore une fois, si je ne vois pas Alexis en consultation, je me dis, cet enfant, vraiment, il va bien évoluer. Et 2017, alors là, tout va bien. Il a vu un pédopsychiatre qui a dit que tout allait bien. Tant mieux. Alors, le bilan neuropsychologique au niveau des conclusions. Le premier bilan que j'ai effectué pour Alexis ne m'a pas permis de toucher du doigt un HP. Clairement, je n'étais pas au-dessus des 130. J'étais de mémoire sur du 125. D'accord? Avec un profil très disharmonique, puisque quand vous évaluez l'intelligence, vous allez en fait évaluer des sphères. Vous avez la sphère langagière, la sphère non-verbale, la sphère de la mémoire de travail, etc. etc. Clairement, j'ai un très bon niveau, c'est-à-dire que Alexis il est sur un niveau supérieur, au niveau non-verbal. Par contre, au niveau verbal, on est dans la moyenne faible. La moyenne faible, ce n'est pas forcément alertant, mais quand on a un niveau non-verbal qui est dans la norme supérieure, on peut se poser des questions. Donc je suis parti sur l'hypothèse qu'on avait peut-être, mais pas sûr, un haut potentiel intellectuel, parce que surtout, le problème, c'est que cet enfant, il est hyperactif. Il a un TDAH. Donc forcément, mon quotient intellectuel, les tests que je vais pouvoir lui donner, ils vont être grignotés par son impulsivité, son manque de concentration, et quelquefois son hyperactivité. Donc, au total, trouble anxieux qui naît d'une dysynchronie, non pas sociale là, mais plutôt cognitive. Un enfant qui, en termes de raisonnement, je vous l'assure, c'est un avion de chasse, mais un avion de chasse, et au niveau verbal, il s'écroule. C'est comme s'il était enfermé dans son corps. Suspicion de trouble du langage oral, partiellement compensé par le niveau intellectuel, et enfin, trouble déficitaire de l'attention de type mixte, associant inattention, impulsivité, hyperactivité. J'envoie au centre de référence, parce que bon, j'y travaille, je ne fais pas la pub pour le centre de référence, mais je l'envoie parce que j'ai besoin d'un médecin. Et j'ai besoin d'une équipe qui m'aide à y voir un petit peu plus clair, et surtout à tenter de confirmer ou infirmer mes hypothèses. Confirmation des diagnostics, trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, dysphasie, trouble développemental du langage oral. Trouble du langage écrit. Qu'on soit clair, tous les bilans orthophoniques qu'il a eu auparavant étaient des bons bilans. Seulement, le diagnostic de dysphasie, on l'a fait parce qu'aujourd'hui, on connaissait son niveau intellectuel. Mise en place du projet de soins, prise en charge orthophonique intensive, mise en place d'un traitement médicamenteux pour réguler l'impulsivité, l'hyperactivité et le trouble attentionnel. Et enfin, dossier MDPH, PPS, AVS. Associé à ça, on a mis en place une prise en charge neuropsy et RI. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de pouvoir le réévaluer sous traitement, donc potentiellement sans la symptomatologie liée à son TDAH. Et aujourd'hui, je peux dire que Alexis est un enfant au potentiel intellectuel. Toujours avec une importante disharmonie du profil, toujours
Le langage, il n'a pas bougé, toujours dans la moyenne faible. Par contre, je suis nettement au-dessus de 130, maintenant, au niveau des capacités, notamment non verbales. On a une totale résorption du trouble attentionnel sous traitement, ça c'est une très bonne nouvelle. Et l'évolution scolaire, en tout cas pour le moment, elle est très positive, y compris au niveau psychologique. Donc, je n'ai pas fait de conclusion, parce que je me suis dit que ce serait peut-être le temps des échanges. Si je dois résumer, le bilan neuropsychologique dans le cadre du HPI, il est nécessaire à partir du moment où il y a un problème, pas forcément un problème pédagogique, en tout cas au niveau des apprentissages, mais ça peut être aussi des difficultés type psycho-affectives, ou alors quand on a, comme dans le cas d'Alexis, des difficultés scolaires, dans le but de pouvoir éclairer les autres professionnels sur les moyens de compensation de l'enfant. Et je crois que j'ai fini. Non.